Bonjour tout le monde, je suis Grégoire de la chaîne Greg's Whisky Guide, Greg's Whisky Guide, oui le nom est en anglais, de retour en version française. Yes, this is a French language video, I will do English video soon, thank you. Voilà, petit préambule pour nos amis anglophones. Voilà, donc je reviens vers vous pour une vidéo en français. J'avais prévu de la faire d'ici environ un mois, après les salons, mais de toute façon j'en ferai une après, parce que je compte bien déguster plus de whisky français qu'avant. Voilà, pour revenir un petit peu sur certaines polémiques et sur certains commentaires, je pense à Pierre, sur le fait que je délaisserais, voire que j'abandonnerais les lecteurs français. La remarque sur le fait que je ne fais pas beaucoup de vidéos en français est juste, donc je tiens compte de cet argument et j'avance la vidéo. Merci Pierre. En revanche, j'avais trouvé injuste le reproche d'abandonner complètement les lecteurs, les spectateurs français. J'ai répondu dans ma dernière vidéo à Pierre, dans ma dernière vidéo en anglais. Je reviens très vite dessus, parce que c'est surtout, je vais vous faire partager des dégustations. Ma chaîne est une chaîne qui était et qui est devenue prioritairement en anglais, malgré ce que je souhaitais à un certain moment. Mais il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a bien plus d'auditoires en anglais qu'en français. Il y a bien plus de réactions en anglais qu'en français. Ceci explique aussi le fait que je suis en désaccord avec Pierre. Quelque part, il ne faut pas espérer que je sois motivé si j'ai fait des statistiques, je peux vous les dire rapidement. J'ai pas envie de trop polémiquer là-dessus. Ça m'ennuie un peu d'être dans le reproche par rapport à mes lecteurs. C'est un peu bizarre pour moi et dans l'absolu aussi. Mais voilà, il faut que vous compreniez que je fais mes vidéos durant le week-end la plupart du temps. Je travaille à plein temps dans un domaine complètement différent. Certes, je ne fais pas de montage, mais ça prend des heures à préparer, des heures à compresser les vidéos, sinon c'est trop lourd pour YouTube. Et ça prend des heures aussi, voilà, tout ça prend environ une journée complète du week-end coupé en deux, voire plus. Donc ça veut dire que je fais rien d'autre. En général, le week-end, je fais que ça. Ce qui est pas bon pour certains aspects côté santé. Et donc, je suis obligé de faire un choix en français ou en anglais. Et vu que j'ai plus d'audience en anglais et plus de réactivité, c'est deux choses différentes mais qui s'accumulent. Voilà, j'ai dû donner la priorité en anglais. Voilà, et puis statistiquement, si je regarde les 7 derniers mois, j'ai eu environ 1800 vues en anglais et 548 en français. J'ai détaillé un peu en français, j'ai 45 commentaires, mais dans les 45 commentaires sur les vidéos en français, il n'y en a que 20 qui sont francophones. Donc, comprenez ma surprise. Je ne vais pas dire ce qu'il en est de la personne qui m'a fait cette critique, parce que sinon, voilà, ça tomberait de soi-même. J'ai aussi, c'est vrai, j'ai fait une création en fin d'année dernière, et j'ai fait une vidéo exprès en français, vidéo très longue. Je sais que je fais des vidéos très longues, mais je mets des minutages pour que vous puissiez aller là où ça vous intéresse, en priorité. Tout le monde n'a pas toujours le temps de regarder, mais moi je produis un contenu différent de la plupart des chaînes, qu'elles soient anglophones ou françaises. C'est pas de la prétention, c'est factuel. C'est-à-dire je fais une présentation plus longue des distilleries en général, pas toujours, et je fais une critique assez détaillée du profil aromatique, mais aussi je fais une mise en perspective par rapport à d'autres whisky ou par rapport à mon expérience, et il y a souvent des informations supplémentaires que vous ne trouverez pas toujours ailleurs, ou parfois jamais ailleurs. Donc c'est devenu quelque chose de particulier, sans montage. C'est pas ce qu'il y a de plus populaire sur YouTube, très clairement. C'est niche, et si en plus je l'ai fait en français, c'est encore plus niche. Mais j'ai jamais voulu refuser de faire des vidéos en français, voilà, et j'en ferai d'autres. Donc je vous fais cette vidéo en tenant compte de la remarque de Pierre, mais aussi j'ai sondé d'autres personnes fidèles de la chaîne sur ce qu'elles souhaitaient en français, et j'ai appris des choses. Par exemple, ce dont je ne me doutais pas, c'est que en fait, il y a un certain nombre de personnes
pour l'auditoire français qui ne souhaite pas forcément que je traite des whiskies français. Donc ça m'a un peu surpris. Et donc voilà. Alors pour cet épisode, j'ai essayé de faire un panachage de tout ce que j'avais envie de faire pour vous en français. Et en plus, petit bonus pour ce que ça compte, on va me dire. Les 3 whiskies que je vous présente aujourd'hui sont des whiskies que j'ai déjà montrés et dit du bien dans ma version anglaise, mais que j'ai jamais fait en note de dégustation détaillée. Donc voilà, je vous propose ça de manière inédite en avant-première des vidéos en anglais que je vais faire. Vidéos pour certaines qui seront des horizontales ou verticales qui explorent une distillerie dans ses différentes dans sa diversité. Et donc Glencadam par exemple, je vais faire single malt écossais des Highlands, je vais faire un épisode en anglais dès que je peux avec le 10 ans d'âge qui est ici, un des échantillons, puisque j'ai participé à un Zoom cette année avec des échantillons de la distillerie qui m'ont coûté les yeux de la tête à cause du Brexit au passage. Donc 10 ans, 13 ans, 15 ans, je vais vous montrer 2 autres versions aussi. Et le 25 ans, dont j'ai gagné un échantillon lors d'un concours, un tirage au sort sur une chaîne anglo-saxonne l'année dernière. Et je suis super content parce que ça coûte cher. Ensuite, Cotswolds. Alors, j'ai acquis 2 whisky et un gin de cette distillerie que j'apprécie maintenant plus qu'avant. Je vous expliquerai pourquoi. Donc là, Cotswolds, on est en Angleterre. Et puis Cornog. Pourquoi encore Glenarmor Distillery Cornog version tourbée et pas d'autres? Parce qu'il y a des whiskies que je veux chroniquer individuellement, mais j'aimerais avoir d'autres versions en plus pour donner plus de perspective. Et aussi, j'ai pas un budget limité, j'ai aucun soutien financier pour cette chaîne, et donc je ne peux pas acquérir des tonnes de whisky français qui, pour certains, sont pas chers, sont assez chers et en petite quantité. Et surtout que je ne peux pas facilement goûter. Voilà. Ce week-end, j'aurais dû être au salon France Quintessence, mais pour des raisons financières, j'ai préféré faire un autre choix, qui est de voir ces distilleries françaises, pour certaines en tout cas, à la fin du mois lors du Whisky Life Paris, puisque beaucoup de nouvelles distilleries y figurent. Toute proportion gardée, c'est l'Écosse et les autres pays qui dominent, mais il y a plus de distilleries françaises qu'avant. Donc je vais prendre des contacts, je vais déguster, et je reviendrai vers vous avec ce que j'ai goûté. Pour être... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, alors, les semaines suivantes, je ne vais pas faire de vidéos longues, et probablement très peu de vidéos, même en anglais. Ce que je ferai peut-être, c'est des petits aperçus surprises de salon, des petites choses, notamment sur mes posts communautaires. Aussi, j'attire votre attention sur le fait que, comme le site est en maintenance, mon site web Greg's Whisky Guide, je ne peux pas rajouter vraiment de nouveaux contenus, donc mais c'est un site très dense, très important en quantité d'infos et de notes de dégustation. Mais mon relais maintenant, où je peux mettre des notes de dégustation, des impressions, c'est Instagram. Et Instagram, c'est Greg's Whisky Guide en un seul mot. Voilà, sans accent évidemment. Voilà, donc s'il vous plaît, inscrivez-vous à mon compte Instagram, vous pourrez suivre ce que je déguste. Alors j'écris en anglais la plupart du temps, mais lorsque ce sont des événements liés à la France, il peut m'arriver d'écrire en français. Et je laisse parfois des notes de dégustation en français, je vais essayer d'en faire davantage. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, finalement, nouvelle de ma santé. Pourquoi aussi j'ai retardé beaucoup de dégustations? Parce que j'ai eu le fameux mot qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Et je vous invite à surtout pas le mettre en commentaire, parce qu'on peut être frappé de censure. Et oui, c'est le C qui finit par un D, donc cette infection virale plus ou moins grave. Donc j'ai eu ça évidemment parce que j'ai participé à des salons, une soirée dégustation. Il y avait beaucoup de monde, on était parfois très proches, donc
au mois de juin. Et voilà, c'était dur. Pendant 2 ans, j'ai pas pu assister à des dégustations, des choses comme ça, sauf très rares exceptions. Donc c'était pas évident de refuser certaines invitations et de ne pas aller à certains salons. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram, j'y reviens pas. Mais donc voilà, là j'ai dû investir, donc tant pis pour France Quintessence. Moi je ne suis pas en argent illimité, donc j'ai pris une place alors pour ceux que ça intéresse, vous pourrez m'y rencontrer, même si ça va être une journée très chargée, le dimanche, que je vous dise pas de bêtises, au Whisky Life Paris. N'hésitez pas à venir vers moi, j'y serai le dimanche 25, peut-être le 26, mais c'est pas sûr, j'essaie d'obtenir une invitation. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Avant j'avais une accréditation, maintenant les trois quarts, quasiment tous les blogueurs n'en ont plus, blogueurs et youtubeurs. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais du coup je fais plus de reportages super longs dessus, vu que j'ai pas d'accréditation, je vois pas pourquoi j'en ferai autant. Et attention, les reportages étaient parfois critiques, donc c'est pas une question d'indépendance, c'est une question d'efforts consentis unilatéralement. Donc en fait, j'ai pas fait de sujet sur le Whisky Live 2019, c'était très compliqué, mais j'ai fait des échos sur les réseaux sociaux. Là, je compte bien faire beaucoup de choses, poster probablement une dizaine de photos sur peut-être un peu moins sur Instagram, et je ferai un sujet sur mon post communautaire, quelque chose que souvent les gens ne connaissent pas sur YouTube. Vous avez, quand vous arrivez sur la chaîne, vous avez accueil, vidéo, playlist, etc. Et souvent les gens ne regardent pas communauté. En fait, communauté, c'est même si c'est une page qui a des défauts, je ne peux pas poster de photos verticales, elles sont mises dans l'autre sens. Les photos horizontales sont tronquées systématiquement, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, regardez mes posts communautaires, je mets pas mal de choses, certes en anglais la plupart du temps. Mais voilà, je vais essayer de mettre des choses en français aussi. Et donc voilà, je ferai mon reportage sur le salon Club Expert du Gars, où c'est pareil, vous pourrez me rencontrer, je crois que c'est dimanche 18, voilà, ceux qui le souhaitent. Je ne vais pas être très long évidemment parce qu'il y aura beaucoup de choses à couvrir, mais ça me ferait plaisir, même Pierre aussi, il n'y a pas de problème. Je ne t'en veux pas, je ne vous en veux pas. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous aussi. Voilà, j'espère que vous resterez fidèles à la chaîne, sinon bah, tant pis, c'est le jeu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc les salons. Donc dans du Gars, il n'y a pas beaucoup de whisky français, je veux dire en tout cas en salon que je ne connaîtrais pas, et en Whisky Live il y en a beaucoup plus. Petit disclaimer, comme on dit, petit communiqué, tout ce que vous voulez, avertissement, non pas forcément, mais il y a une autre raison pour laquelle je n'ai pas parlé de certains whisky français. C'est que cette année, et surtout l'année dernière, j'ai reçu pas mal d'échantillons, parfois c'était sur invitation aussi, par rapport à des zooms, etc. Et en fait, j'en ai reçu beaucoup qui n'étaient pas satisfaisants, ou peu satisfaisants, et desquels je n'avais pas envie de parler, tout simplement. Parfois parce que ce sont des distilleries artisanales qui débutent, ou des entreprises de négoce artisanales qui débutent, et j'étais mal à l'aise de les dézinguer pour leurs premiers produits, premiers whisky ou d'autres spiritueux aussi que j'ai reçus. D'ailleurs, souvent les autres spiritueux étaient meilleurs que les whiskies qu'ils présentaient. Je pense à une société en particulier qui est dans le sud. Il y a aussi une nouvelle distillerie qui est à l'ouest, où vraiment j'ai trouvé les résultats assez catastrophiques. Et je suis très déçu de voilà, ce que j'ai pu goûter.
Bien sûr, si je reçois des commentaires avec qu'est-ce que tu penses de telle ou telle distillerie, j'essaierai de demeurer modéré, mais je répondrai. Donc voilà, je vous ai donné des pistes. Voilà, pour l'épisode d'aujourd'hui, désolé d'avoir été long, je vous propose un whisky écossais, un whisky anglais. J'ai pas fait exprès pour l'actualité, mais voilà, que la reine d'Angleterre repose en paix. Du coup, un whisky anglais s'imposait, mais de toute façon, je pense que j'aurais choisi celui-là. Et je finis par un whisky français, même s'il est difficilement accessible, qu'il m'a été cher et que j'en suis pas forcément super content, mais il va peut-être évoluer. Voilà. Bon, j'ai été très long, je m'en excuse, je pensais pas être aussi long. J'étais obligé d'un peu raccourcir les présentations de distilleries, mais de toute façon, il y a l'une des distilleries que vous connaissez très bien, si vous suivez la chaîne, en français et en anglais d'ailleurs. Donc ça ne... Mais ce sera à la fin. Donc je vais vous présenter d'abord... Donc, j'ai problème d'éclairage, oui je sais, je m'en excuse. J'ai ma lampe d'appoint qui a lâché, j'ai dû en acheter une autre en catastrophe, et elle n'est pas du tout aussi pratique. J'ai pas d'éclairage vers le haut, bref. Je vais arrêter de me plaindre. Pardon. Glencadam 10, un single malt des Highlands. Je vais vous le montrer plus avant. Mais grosso modo, nous sommes sur la côte Est. Donc comme nous ne sommes pas dans le fameux triangle d'or, tel qu'on le dit, même si ça c'est pas triangulaire, c'est-à-dire ici, nous sommes là. Donc Glencadam, côte Est des Highlands, des Hautes-Terres. Donc on est Édimbourg, on est là, et Glasgow on est là, pour vous donner une idée. C'est une côte où l'on a aussi trois distilleries fermées, Northport, Glenesk et Lorside. Glenesk, je crois pas que j'en ai goûté, mais Northport et Lorside, oui. On n'est pas loin aussi de Fettercairn, distillerie dont je reparlerai, mais je n'ai pas de bouteille. J'ai fait une revue en anglais, mais j'ai pas de bouteille. Voilà, en gros, pardon. Distillerie fondée en 1825, elle appartient à Angus Dundee Distillers. Je vais essayer de montrer la bouteille en même temps, ce serait quand même pas mal. Alors c'est une bouteille que j'ai acquise il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais déjà goûté en échantillon, et que j'ai goûté en échantillon lors du Zoom, et donc j'ai aussi goûté 3-4 fois ma propre bouteille, donc je peux en parler. Oui, dernier point que j'ai complètement oublié de terminer mon propos, pardon, mais j'avais beaucoup de choses à dire, je suis désolé. Le vide, que je voulais pas dire le nom, ça a été très dur cet été, en plus avec la canicule sous les toits, etc., là où je suis. J'ai récupéré quasi complètement, sauf que à 2 mois et demi de cette infection, j'ai pas récupéré complètement à 100%. Mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant et pas avant? Parce que je pense avoir récupéré à environ 75-80%. Donc quand il y aura quelque chose où j'arriverai pas à comprendre grand chose, je me référerai à mes fiches. Voilà, j'ai pas trop le choix. Sur des dégustations qui ont eu lieu avant que j'ai l'infection. Voilà. Donc Glencadam distillerie fondée en 1825, appartenant à Angus Dundee Distillers, ainsi que la distillerie Tomin Towel, dont je parlerai aussi, mais j'ai pas grand chose, je n'ai qu'un 10 ans d'âge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc oui, elle est à Bréchin, capacité 1 300 000 litres. Elle a fourni beaucoup, et elle fournit toujours Ballantine's en tant que blend. Donc c'est une distillerie qui était pendant longtemps, avant sa relance et son rachat par donc Angus Dundee Distillers en 2003, elle était un peu laissée à l'abandon. Elle a été fermée, mise en sommeil en 2000 par exemple. En 59, elle a été remise en état, mais voilà, il n'y avait pas grand chose de produits, et une vraie gamme digne de ce nom, effectivement, ne naîtra qu'en 2003.
Nous sommes face à un single malt, donc à partir d'orge maltée uniquement d'une seule distillerie, de la artisanale et de la manière la plus pure possible, et c'est ça que j'aime beaucoup, et c'est aussi le fil rouge, un des fils rouges de cette vidéo. Voilà, pour que les choses soient bien claires, tous les whiskies que je vous présente, les 3, sont non filtrés à froid et non colorés, donc sans ajout d'essence de caramel, le 150A, ni d'autre chose. Non filtré à froid, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les corps gras, pardon de me répéter pour ceux qui connaissent par cœur, ça veut dire que tous les corps gras ont été conservés et que s'il y a eu filtration, pour enlever notamment des petits morceaux de fût de chêne qui pourraient s'être délités au fil des années dans le fût, quand on soutire le whisky, il peut y avoir des sédiments, des petites choses comme ça. Et donc on peut faire une filtration à froid, c'est-à-dire à -4 en général, même plus, avec des filtres à particules avec vraiment une taille très 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 infime, je ne sais plus combien c'est en microns. Et qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vu ça en distillerie, donc c'est ça qui est intéressant aussi maintenant que j'ai plus d'expérience. Les filtres, que vous les voyez, ils sont gorgés de gras. Et qu'est-ce que c'est le gras? Les congénères, ben, ça fait partie du goût. Donc quand il y a un choc thermique, c'est fait de manière massive, en fait il y a une grosse perte aromatique. Quand c'est fait de manière plus intelligente, c'est-à-dire au-dessus de 0 et avec des filtres un peu plus gros, je pense que là c'est acceptable et le résultat est intéressant. Et quand c'est juste des filtres relativement fins, mais que c'est fait à température ambiante ou légèrement rafraîchi, ça donne ça, donc quelque chose de gourmand, de vraiment quasiment intact par rapport au fût. Et donc là, évidemment, c'est un assemblage. Alors, je ne sais pas combien de fûts, c'est rarement dit pour ce qu'on appelle le core range en anglais, c'est-à-dire la gamme régulière. Donc là, on a la gamme régulière, ce n'est pas l'entrée de gamme, il y a une version, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus si c'est Origins, oui, Origin 1825. Donc ce n'est pas l'entrée de gamme, mais c'est le premier compte d'âge de la distillerie. Voilà, tout est fait sur place, effectivement, c'est marqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les alambics, je ne sais plus où j'ai vu ça, pardon. Oui, on va prendre les choses par le début, c'est-à-dire que donc le brassage, le maltage, il n'est pas fait sur place, hein, comme les 3/4 du temps maintenant, il faut être clair. Depuis les années 60, les 3/4 des distilleries écossaises ont arrêté de faire des aires de maltage. Il y en a 6 ou 7, plus les nouvelles distilleries maintenant. Certaines nouvelles distilleries qui conservent des aires de maltage, soit symboliquement, ça fait partie du marketing, soit pour également avoir une partie de leur production. C'est pas possible pour toute la production souvent, parce qu'il faudrait employer beaucoup de monde et avoir des aires assez importantes. Bon, ça nous amènerait trop loin. J'ai vu des choses récemment, c'est très intéressant. Donc du coup, elles gardent pour 10, 15, 20% de leur production, comme Bowmore, Highland Park, Laphroaig, quoi d'autre encore, Balvenie, voilà, quelques distilleries comme ça qui gardent les aires de maltage, mais la plupart non. Elles ont la distillerie donc a des cuves de fermentation. Elle en a 32 en bois, souvent c'est du pin d'Oregon, 4 mètres de diamètre, c'est énorme. Elle a aussi donc Mashton, c'est pour que vous sachiez, c'est la cuve de brassage, donc en acier inoxydable. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je ne sais plus où j'ai vu le nombre de... deux alambics seulement, je pensais que c'était plus. Et la fermentation dure environ 100 heures, 4 jours. Donc c'est une fermentation longue, ordinairement on est plutôt entre 60 et 75. Bon, je résume, hein, grossièrement, m'en voulez pas. Ça peut aller encore un peu plus loin. Donc ce qui les intéresse, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très très raffiné.
Mais vu l'heure, pardonnez-moi encore, on va en venir à la dégustation. Voilà. Donc j'espère que cette partie de présentation n'était pas trop pénible, que vous avez voilà, pu comprendre un peu mieux certaines choses. Et donc on va déguster. Alors j'ai toujours ce souci d'éclairage, mais je pense que c'est c'est ça, c'est la bouteille. Je vais voir si je peux pousser un peu. Ouais, j'ai fait un choix de... On improvise, hein, je suis désolé. Voilà, éclairage qui reste à remettre au point. Voilà, pardonnez-moi. Glencadam 10 ans. Donc j'ai mes notes. Est-ce que j'ai plus d'infos là-dessus? Non. Ce que je peux dire par contre, c'est que question fût, donc c'est des fûts de premier et deuxième remplissage, first fill and second fill, ex-bourbon maturation, American Oak en anglais. Donc c'est fûts de chêne américain, premier et deuxième remplissage. Et donc qu'est-ce que ça veut dire, vu le distillat qui est très parfumé, malgré tout je pense qu'il y a beaucoup de fûts de premier remplissage. C'est plus ce que j'ai fait de ma fiche, je l'ai enterré. C'est compliqué hein, quand on n'a pas beaucoup de place. Donc ça, son surnom c'est The Rather Delicate, le plutôt délicat. Je suis assez d'accord. Et alors, question viscosité, ça se voit pas trop à la caméra. Oui, si j'avais du budget, j'achèterais une caméra plus précise, je le sais, des meilleurs éclairages. Je songe à faire un Tipeee, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça. En tout cas, ce que vous voyez ou pas, oui, on voit un peu, je peux vous attester que les larmes ou jambes, les larmes c'est ça, les jambes c'est ce qui descend, elles sont très grasses et elles restent un bon moment sur les parois du verre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de corps gras. Ça veut dire aussi qu'il y a un petit certain âge, même si c'est que 10 ans, c'est pas 3 ans. Et ça veut dire que c'est assez riche, et en l'occurrence riche en esters. Les esters sont pas forcément donne pas forcément tous les résultats que je vais vous donner, mais en tout cas une partie des esters donne ces notes que je vais vous décrire, caractéristiques des fûts de premier remplissage de Bourbon. Bon, j'ai pas la totalité des sensations habituelles, mais elles sont quand même là aux 3/4. Donc un profil très pur, très naturel et très axé sur à la fois le distillat et le contenu précédent Bourbon. Donc on est vraiment sur des notes de bonbons anglais, de fruits exotiques, notamment ananas. On est aussi sur des notes de vanille assez douces. On est vraiment sur la subtilité. Il y a un petit côté herbacé aussi, mais il est en second plan. Je vérifie sur ma fiche personnelle si je suis... Donc moi j'ai noté beaucoup d'esters, bonbon anglais, poire, alcool de poire, orge maltais, fleurs capiteuses, raisin blanc. Voilà, c'est ça que j'ai oublié, et banane. Voilà. Et lors de la dégustation en échantillon, voilà, j'ai retrouvé les mêmes notes. Je vous dirai la note chiffrée que j'ai donnée à ce whisky après. Voilà, donc j'y reviens. C'est superbe. Ça, c'est une très solide référence. Pour mémoire, problème, ils sont pas super bien distribués. C'est les Whisky du Monde qui les distribuent en France. Désolé les gars, mais faut faire un meilleur boulot de référencement des cavistes qui distribuent Glencadam. Désolé. 52 €, c'est le prix que j'ai payé en ligne, en vente par correspondance. J'étais obligé de faire appel à un site en ligne. Impossible de trouver chez les cavistes. Et éventuellement, parfois, à la maison du whisky. Mais c'est pas tout le temps.
Donc voilà un joli nez très pur, très clair. Voilà, je vais passer au palais. Oh, c'est vraiment superbe. Et en plus, il y a un lien avec le suivant, mais je savais pourquoi j'ai mis ces deux whisky en connexion. C'est qu'il y a une note quasiment, alors elle est plus précise dans l'autre whisky, mais il y a une note presque de crème anglaise, je trouve très séduisante, d'amande fondue, poudre d'amande. On va pas dire pâte d'amande parce que ce serait très sucré, mais voilà, allégé éventuellement, en plus de toutes les notes que je vous ai données. Peut-être une note de pomme, je dirais pomme golden, plutôt. Je dis plutôt par rapport à autre chose que je vais vous montrer. Voilà, un petit bonus, c'est que je vais vous parler d'autres versions des mêmes distilleries très rapidement. J'y reviendrai si je peux. Bon, j'ai pris beaucoup de temps pour l'introduction parce que c'est une vidéo aussi de nouvelles en plus de dégustation. Je groupe tout parce que je peux pas faire 2, 3, 4 vidéos en français, ensuite en anglais. Je m'en excuse. Voilà, désolé, c'est un peu tendu. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc, quand on rajoute un peu d'eau avec mon petit compte-gouttes, on fait une réaction chimique. Quand on dilue un whisky, ça se fait beaucoup plus lentement que ce que je fais là. Mais pour faire des revues, les dégustateurs n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire une goutte par 3 heures, ce qu'idéalement il faudrait. Mais ça permet de voir ce qui est masqué par l'alcool en première instance, c'est-à-dire en première dégustation. Et ça permet aussi, donc va avoir d'autres notes aromatiques, et ça permet aussi de voir les défauts aussi parfois. Bien sûr, l'idéal étant de déguster le distillat pur, New Make, en anglais, et ensuite de déguster une version avec des fûts qui n'impactent pas trop le distillat. Donc là, on est à peu près sur la même chose, le côté exotique, raffiné, un peu moins exubérant, un peu plus herbacé, un peu plus maltais. Oui, vanille, amande, herbes sèches. Épices, j'ai oublié d'en parler. Petite pointe de gingembre, mais vraiment adoucie. Poivre blanc peut-être. C'est vraiment super équilibré. C'est un whisky très très agréable à l'apéritif. Et il faut que je mette ça ailleurs. Parce que ça devient épique ici. C'est à l'envers. On ne va pas mettre l'Écosse à l'envers. Voilà, désolé, cet épisode est beaucoup plus long que ce que j'aurais pensé. J'aurais dû en faire 2, un épisode de nouvelles et un épisode de dégustation. Désolé. Donc, le 10 ans d'âge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Origine 1825, je ne l'ai pas goûté, je ne peux pas vous en parler. En revanche, l'année dernière, j'ai trouvé, c'est difficile à trouver en France, j'ai trouvé 7 superbes bouteilles du 13 ans d'âge. Donc là, c'est une édition limitée à 5994 bouteilles, mais il y a plusieurs lots. Ça, c'est le lot 2, batch 2, 46% également. On est sur une version qui s'intitule The Reawakening, donc pour évoquer le renouveau de cette distillerie. On est sur une version qui, elle, je pense, a davantage... je revérifierai, mais il me semble qu'elle a des fûts d'Xérès aussi, chérie, avec un S. Alors, celle-là est intéressante parce qu'elle a un côté boisé très singulier, qui est plus poussé qu'ici, et moins de fûts de premier remplissage. Et donc, on a un caractère de la distillerie qui se développe vers une orientation plus boisée et un fruité un peu plus mûr. Donc, des pommes mûres, surtout. Et si vous aimez les pommes rouges, en plus des golden et même un côté presque poiré, vous aimerez beaucoup cette version, qui est un peu plus chère. Par ailleurs, alors je l'ai dégusté que très peu,
j'ai pu avoir aussi cette version à un prix intéressant dans les 38 ou 40, je sais plus, sur une petite... c'est pas donné, hein, celle-ci est à plus de 45 normalement en France. Et c'est une version entièrement élevée en fût de sherry avec Xérès. Non. Non. Il y a aussi des fûts de Bourbon, voilà, je dis des bêtises. Et donc du sherry de type Oloroso, donc un des plus oxydatifs et un des plus courants dans le whisky écossais notamment. Et on est sur une version à 46 degrés sans compte d'âge. Alors je sais qu'elle est plus jeune, probablement 7 ans, 6-7 ans ou 5 à 8 ans, je sais plus. C'est une version qui donne un fruité plus dans les fruits rouges et des fruits mûrs, toujours pommes, plus ou moins pommes, poires, mais aussi peut-être, je vais pas la goûter parce qu'on n'a pas fini, mais j'espère que je vais pouvoir ressentir des choses au nez. Pas beaucoup. Bon, je vous en reparlerai si ça vous intéresse dans les commentaires, parce que j'ai mes notes. Donc voilà, les deux autres versions que je voulais vous montrer. J'ai eu l'occasion lors de la dégustation de déguster la version 21 ans qui est splendide. Bon là on est dans les 200 € facile, donc c'est un peu plus compliqué comme budget. Mais voilà, grosso modo, forte recommandation pour ce single malt écossais artisanal de premier ordre, vraiment. On va passer au deuxième single malt. Ce sont tous des single malt, je me répète, mais... Et là, on va en Angleterre. On va dans la campagne anglaise, une très très belle campagne anglaise avec des vieilles bâtisses, des petites chaumières charmantes. Si vous voulez voir un peu plus la région, visitez le compte Visit the Cotswolds, qui est un compte touristique sur Instagram. Vous avez vraiment de très très belles vues. Autrement, nous sommes entre Londres et Birmingham, plus près de Birmingham, si vous voulez savoir où c'est. Alors là, c'est une distillerie qui a été fondée par un francophone qui vivait avant aux États-Unis, donc Daniel Zor, en 2014. C'est une distillerie artisanale également. Le premier whisky est sorti en 2017. J'ai eu la chance de goûter leur distillat pur ainsi que la première version. C'était déjà, alors ça c'est une version surnommée signature, mais ça n'apparaît pas clairement sur le, peut-être là-dessus, mais ça n'apparaît pas clairement sur la bouteille. Oui, là aussi on a une fermentation de 4 jours. Ex-bourbon et ex-red wine, je vais revenir là-dessus. C'est une recette très particulière et qui est très prisée. C'est une distillerie qui a été aidée, comme beaucoup, à son démarrage par Jim Swan, qui était vraiment quelqu'un qui est dans l'industrie du whisky, qui est vénéré parce qu'il a fait visiter le monde entier et aidé à travailler le style des whiskies de beaucoup de distilleries. Il est décédé il y a peu de temps. Donc on a 4 alambics. Alors je ne vais pas revenir sur ce que sont les alambics. En général, il en faut... parfois il y en a plus de 2 alambics de wash et 2 alambics de spirit. Le premier produit, il faut faire très vite, distille la bière, ce qui est équivalent de la bière mais sans houblon, le mash, distille la bière qui sort des cuves de fermentation jusqu'à environ 20-25 degrés pour éliminer tout un tas d'impuretés et commencer à concentrer l'alcool, le sucre en alcool et le liquide en vapeur. Et le deuxième alambic, alors on écarte et on recycle les têtes et les queues de distillation, et c'est le cœur de chauffe souvent qui est utilisé, et on rajoute aussi les têtes et les queues de distillation. Le deuxième alambic va terminer le processus et il chauffe jusqu'à environ 80 degrés, ça peut aller jusqu'à 94,8 en Écosse la législation, mais donc là je n'ai pas la température maximale, mais grosso modo on va dire qu'on est autour des 70 et qu'on redescend pour
avoir une version à 46 pour la gamme régulière, sauf les versions spéciales brut de fût. Et là encore, alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ils ont 4 alambics de 1400 et 1600 litres pour les spirites. Et ils ont 2 alambics, donc alambic de type pot style, équivalent charentais ou à repasse, ce sont les 3 termes utilisés. Et ils ont 2 alambics Holstein qui leur permettent de faire des gins et des liqueurs. Voilà, parce qu'ils font aussi un gin. Alors, j'ai pas pensé à apporter la bouteille, mais leur gin est très très bon, je recommande chaudement. Je ferai une vidéo spéciale gin autant que possible. Mon Dieu, cette vidéo va être super longue. Je me demande même si je vais la sortir, en fait. Bon, le plus important à savoir, l'orge est locale, de type Odyssée. Et vous avez le millésime de récolte de l'orge, ça c'est sympa, c'est pas toujours le cas. Donc 2015 ou 13 2015. C'est une bouteille qui a été... c'est le lot de janvier 2019, donc mis en bouteille en janvier 2019. Il a donné lieu à 6000 bouteilles. Ça veut dire... Alors, mais pourtant, je l'ai acheté en 2022. Donc, voilà, ça veut dire qu'en ligne, quand on achète des choses... Si on ne va pas en boutique, on peut avoir des surprises sur les dates des lots, ça peut être assez ancien. Sachant qu'il y a 6000 bouteilles par lot, ils en font plusieurs par an, ça veut dire que vous pouvez tomber sur un lot qui sera un peu différent du précédent. C'est ça les distilleries artisanales aussi. Même s'ils essayent de faire une consistance d'une version à l'autre. D'un point de vue des fûts, nous sommes sur quelque chose qui est extrêmement à la mode, pour lequel j'étais très réticent jusqu'à que je travaille dessus en tant qu'assembleur pour le Northman QV 1110, la distillerie normande. C'est-à-dire qu'on est sur des fûts, à 70% des fûts de vin rouge. Alors, pas forcément précisé de quel vin il s'agit, malheureusement, mais des fûts de vin rouge qui sont... donc on appelle ça ester en Angleterre, shaved, toasted and recharred, pour gratter, toaster et rebrûler. Le brûlage est plus important en termes de puissance d'extraction, de brûlage intense des fûts que le toastage. Voilà, il faudra que je revienne là-dessus. C'est 2 techniques différentes qui sont souvent combinées. Par exemple, pour les bourbons américains, le brûlage est extrêmement intense, donc on est à 4 ou 6 alligators, etc. Pas forcément, mais on est en fort brûlage pour extraire le maximum d'épices et de vanille. C'est pour ça que vous avez un profil qui est un peu droit et toujours un peu dans le même sens, en plus du fait qu'on est majoritairement sur le maïs, mais c'est un autre sujet. Donc 70% de STR, donc de ex-vin rouge fut travaillé, et 30% de fût de bourbon de premier remplissage, comme on a vu avant. Donc ça fait la liaison. 46 degrés, comme l'autre. On est quasiment au même titrage, sauf le dernier. Voilà. Heureusement que j'ai déjà fait les présentations de la dernière distillerie, ce qui va m'éviter de perdre du temps avec ça. Alors, au niveau viscosité, encore, je ne sais pas si vous voyez, la viscosité, elle est moyenne. On est sur un 3 ans d'âge, 3 à 4 ans. Donc forcément, on a moins de... Et à 46, on a moins de consistance. Donc ça tient moins longtemps, c'est moins gras, mais c'est tout de même gras. Et pour un 3 ans, c'est assez remarquable au niveau viscosité visuelle. Alors le nez, il est bien entendu différent du précédent parce qu'on a beaucoup de fûts surbrûlés, donc on a des choses qui sont... On se rapproche du pain d'épices, par exemple. Je vais essayer de voir mes notes. Alors, le macadam, c'est fait. Oui, 4 à 8 ans, hein, je trouve là, les renseignements que j'ai pu avoir en discutant avec les gens de la distillerie. 4 à 8 ans pour le Reserva Andalucía. Pour celui-ci, 4 à 8 ans d'âge. On ne sait pas la proportion, comme souvent. Voilà. Donc là, on est sur... donc j'avais payé ça 47,12 €. Ça peut être un peu plus cher. Je parle de celle-ci.
Donc au nez, moi j'avais trouvé pour compléter, puisque je suis pas complètement raccord, orange confite, épices douces, vanille, pain d'épices, miel, notes florales, fruitées, dont pêche abricot, un côté presque irlandais, gingembre et épices variées, genre 5 poivre 5 baies, donc un petit côté légèrement acidulé. Voilà ce que j'avais trouvé au nez et que je retrouve en bouche aussi. Alors, je dois dire que les premières versions sorties 2017-18 m'ont pas plu parce que le côté vineux était évident. Là, tout ça est beaucoup plus maîtrisé, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un côté festif automnal dans ce whisky. Très doux, très agréable. Et on va passer en bouche. Santé à vous tous. C'est beau. C'est doux. Il y a un petit picotement, un petit surgissement d'épices, mais pas trop. C'est très équilibré malgré tout. Moi, ce que j'adore, c'est cette note de marmelade d'orange. C'est quelque chose qui m'a vraiment rassuré quand j'ai commencé à retrouver mes facultés olfactives et gustatives. C'est de retrouver cette note de marmelade d'orange que j'adore. En plus, elle n'est pas trop amère par rapport à la vraie marmelade d'orange anglaise. Elle n'est pas amère en fait, je dirais. Très peu. Donc en bouche, je retrouve la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même les esters provenant du fût de Bourbon de premier remplissage. Donc ils ont leur rôle à jouer. Oui, c'est ça. J'avais trouvé presque une petite note de frangipane allégée et une belle note d'angélique, comme vous trouvez chez les anciens Glenmorangie, voire encore dans le 10 ans d'âge. Oh, c'est beau. Non, c'est vraiment très agréable. Il faut que je décape le dernier. J'enlève pour le laisser respirer, parce qu'il est un peu fermé, malheureusement. Voilà, je mets un petit peu d'eau, voir comment il réagit. Mais franchement, 46, c'est super bien fait. En plus, il y a une belle esthétique sur cette bouteille. Vous avez aussi un petit sticker qui... on voit pas grand chose, qui explique un petit peu comment c'est fait et donne leur propre note de dégustation. Belle bouteille, aussi jolie. Alors on est les premières versions où le petit bandeau ne tient pas, mais joli aussi étui. Alors, on voit pas trop, mais c'est un peu ouvragé. Et puis surtout, il y a une jolie description de tout ce qui est local, avec les maisons typiques, vous voyez, le côté artisanal, les fûts utilisés, et de l'autre côté, vous avez les alambics. En plus, les deux types d'alambics, vous voyez la boule qui sert au reflux ici, sur le premier, donc c'est l'alambic de Wash. Et vous avez donc l'orge locale. Et vous avez le fait que là aussi on a des floor maltings, donc des aires de maltage manuel. Tout ça, c'est quand même beaucoup de signes de respect de la tradition. Et pour une jeune distillerie, c'est super. Donc il faut la créditer pour ça. Il faut la remercier pour ça. On est sur un assouplissement légèrement vineux, ça commence à sortir, mais c'est maîtrisé. On a beaucoup de rondeur. On a un côté oxydatif, on a beaucoup de rondeur. On a un côté sucré, mais sans vraiment l'écœurement du sucre. Et on a un joli boisé, des jolies épices. On a grosso modo un profil très équilibré et c'est vraiment très plaisant. Oups, voilà. Vidéo qui va être très longue, j'en m'en excuse ou pas. Voilà, c'est mon style, apparemment. Que je le veuille ou non. Dernière distillerie dont j'ai déjà parlé, donc je vous en renvoie, je vous ferai un renvoi
sur ma critique du Cornog Rock Ear. Alors on est en anglais, d'accord, mais l'avantage, même si l'étui a changé, alors je vais en reparler, mais la distillerie a changé de propriétaire. Voici l'étui qui vante les qualités, alors c'est en anglais. En français, donc chauffe direct, distillation lente, petits alambics, fermenteur en bois, condenseur serpentin, vieilli en bord de mer. Et donc vous voyez, c'est donc Pleubian dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Cornog, c'est pas le nom de la distillerie. Le nom de la distillerie, c'est Glenarbor. Je vous en ai déjà parlé, c'est le nom de la distillerie. Mais quand ça devient tourbé, ça s'appelle Cornog. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix des trois? Il y a une progression avec un changement de fût progressif. Dans le précédent, on avait 70% de fût, certes retravaillé, mais des fûts de vin rouge. Là, on a 100% de fût de vin, mais du vin liquoreux. On a du Coteaux-du-Layon, 11 ans d'âge. Donc 11 ans de maturation en fût de Coteaux-du-Layon, ça marque forcément. Le distillage, je l'ai goûté il y a très longtemps, il est extraordinaire. Pour moi, c'est la meilleure distillerie française pour l'instant, et si ça ne change pas. Pourquoi je dis si ça ne change pas? Je vais de but en blanc sans préambule là-dessus, parce que ça a changé de main il y a un an environ. Des époux Jean et Martine Donnet comme propriétaires et distillateurs, on est passé à une maison plus importante, la maison Villevert, qui produit notamment le gin Gévin dont je vais parler dans mon futur spécial gin. Et donc elle a racheté cette distillerie, elle a changé légèrement le packaging, je suis pas super ravi, il y a des crénelures, c'est devenu un peu plus carré, mais bon, ça reste quand même grosso modo la forme. Les étuis ont complètement changé, c'est devenu plus standardisé, on va dire, mais bon, c'est le problème aussi en Écosse. Le contenu, je ne sais pas, il y a des plaintes sur certains réseaux sociaux sur le fait que ça soit devenu merdique. Je ne sais pas pour ce qui concerne l'assemblage des fûts, mais vu qu'il n'y a pas de distillat produit sous la nouvelle propriété, sous le nouveau propriétaire qui soit sorti, vu que c'est à peine 1 an, 2 ans, je vois pas comment on peut leur reprocher de faire un jus qui est pas bon si on ne sait même pas encore ce qu'ils ont distillé. C'est pas commercialisé. Donc cette remarque-là, elle est déplacée pour moi. Maintenant, est-ce que dans ce qui va sortir, je vais le savoir, puisque pour la première fois, ils étaient fâchés avec la maison de whisky, donc on ne les voyait jamais au live, mais pour la première fois, ils vont être au Whisky Live Paris, c'est un événement. Je vais aller les voir, je vais voir ce qui se passe. Ils ont une nouvelle version assemblée à 40 degrés, je ne sais pas ce que ça donne, on verra. Et ils ont des sélections de fûts qu'ils ont faites eux, sous le nouvel embouteillage. On verra, je vais goûter, je ne veux pas faire de préjugés. Voilà. En attendant, on a une version à 50 degrés, entièrement vieillie en fût de Coteaux-du-Layon. C'est un 11 ans d'âge. Il faut savoir qu'en France, comme le whisky date de 83 pour la production, le premier whisky, donc c'est Warenghem, avec le premier blend dit whisky français jamais fait en 87, whisky breton, ça s'appelait. J'en ai beaucoup parlé déjà de tout ça et de ce que fait Warenghem. Armoric, c'est le nom de leur single malt. Et que on n'était pas au début dans des logiques de garder des fûts pour plus tard. Le plus ancien whisky français, je crois que c'est 16 ans d'âge ou 17 ans, c'est un Armoric. Mais Cornog, c'est 99, je crois, l'Anarmor en 97. Ils auraient pu garder des fûts anciens. Peut-être ils en ont, mais on n'en sait rien. 11 ans, 12 ans, ce sont les, sauf erreur de ma part, les plus anciens fûts jamais sortis par la maison. Voilà, celui-ci est un 2021, novembre 2021 pour l'embouteillage. Et là où avant on avait 6000 bouteilles, là on en a 284. Donc c'est quelque chose qui est épuisé vraisemblablement. Je suis désolé, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore chroniqué. Voilà. Le prix de ce whisky, j'ai vraiment fait un pari.
parce que j'aime beaucoup leur finition sauterne. Notamment celle que j'ai qui est de 2013. J'ai fait le pari que ça serait intéressant. Et j'ai cassé ma tirelire pour 149 €. Quelque chose que je ne ferais pas normalement. Mais comme c'est ma distillerie française préférée, ou ferais pas, ou très peu, même pour les Écossais, j'ai très peu acheté de whisky de plus de 80 ou 100 € ces dernières années, 5-10 dernières années. J'ai pas forcément le budget et j'ai pas le réflexe d'acheter un seul whisky au lieu de 4 ou 5 sur quelques temps. Et oui, c'est ça qu'on est d'origine modeste, c'est on n'a pas l'habitude. Mais ceci dit, c'est un certain investissement quand même. Et voilà, j'étais déçu au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce whisky. Je suis à 75% de mes sens, on va voir si j'y arrive. Les larmes, la viscosité, elle est extrême. Ça colle vraiment au verre. Je ne sais pas si on arrive à voir. Pas facile. Hein. Au nez, alors on a parfois, dans certains Glenarmor, en version Cornog, on a parfois un côté presque un peu fermier, comme chez Port Charlotte. Pas comme chez Balechin, mais bon, comme chez Port Charlotte ou Springbank. Pour moi, c'est un peu le Springbank français. Même si on n'a pas le fameux funk, excusez-moi. Voilà. Le Cornog, non, il n'est pas ici. Je cherche le Cornog. J'improvise, hein, pardonnez-moi, c'est un peu chaotique pour cette cette vidéo de rentrée, c'est terrible. Oui, parce que je voulais vous parler aussi, je ne sais pas si j'aurai le temps, des deux autres versions, qui sont des versions régulières. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Oui, c'est que j'ai quelqu'un qui a participé à l'achat. Je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, j'aurais dû noter pour mon anniversaire, je pense. Oui, c'est ça, parce que c'est en novembre. Donc oui, j'ai payé 114 au final. Mais ça, c'est le prix en ligne. Alors j'ai acheté sur leur site en ligne tregorwhisky.com. C'est pas pour faire de la pub, mais voilà. Et donc j'ai fait des notes que je vais vous livrer si j'y arrive pas. Alors oui, donc c'est la version tourbée, il y a de la tourbe, mais il y a beaucoup de coteaux du Léon, et tout ça s'interpénètre, mais je dois dire se neutralise un peu aussi. D'habitude, les Cornog m'envoient au plafond, mais là c'est plus compliqué. Donc il y a un conflit, mais c'est ce que j'ai vu aussi en dégustant en présentation presse pour le Balvenie 16 ans French Oak, Pinot des Charentes. Il y a un conflit entre le vin et le distillat, et le résultat n'est pas forcément aussi bon que ce qu'on peut escompter. Clairement, le Balvenie 16 ans Pinot des Charentes, si vous êtes fan de Balvenie, que vous avez de l'argent, j'allais dire à perdre, c'est pas gentil, mais allez-y, 160 €, mais ça les vaut pas, ça vaut à peine la moitié. Bon, allez, 75-80, ok. Mais là, c'est pas possible. Là aussi, on est en surévaluation du prix par rapport au résultat, à mon avis. Désolé, les gars. Je vous dirai toujours ce que je pense, sur ce que je chronique. Donc, le nez frustrant, un peu fermé, toujours. Hein, pourtant, c'est descendu sous le goulot. Le fameux neck pour en anglais. Je suis pas fanatique de la notion, mais... Donc moi j'avais noté complexe, équilibré, réglisse, bonbon anglais, miel, vin moelleux, épices douces et tourbe un peu cendrée. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. C'est quelque chose que j'ai très peu dégusté jusqu'ici et jamais en public. Waouh, c'est mieux. Ah, je retire ce que j'ai dit. Oh putain, pardon. Voilà, c'est beaucoup mieux que les précédentes dégustations. Ça me rassure. Ça veut dire qu'il va s'ouvrir. Ah, super.
C'est-à-dire qu'il va s'ouvrir. Alors, si vous cherchez les comparaisons, ça va être difficile avec l'Écosse. Pourtant, Cornog, pour moi, c'est un genre de mix entre Kilchoman et Ardbeg. En moins raide qu'Ardbeg, souvent. Moins cuir, moins animal, moins terreux. Mais là, on n'est pas si loin de Ben Romach, en fait, en version brute de fût, tourbée. On n'est pas très loin de Ben Romach Cask Strength, pour donner une idée. On a la tourbe cendrée, mais maintenant, le côté fruité, charnu, mûr du coteau du Layon, il épouse maintenant plus aisément la tourbe grasse, mi-grasse, mi-sèche, je dirais. Moi, ce que j'avais noté en bouche, c'est oui, quelques tanins, mais j'avais noté un joli fondu, une tourbe cendrée, des fruits confits, des fruits noirs, des fruits secs, du raisin, notamment, secs. Des dattes, non, pas vraiment. Des épices douces, un petit peu de poivre noir, mais pas trop. Et j'avais noté un côté un peu chocolaté. Chocolat noir, hein, 75%. Alors je regoute et je vais ouvrir. Ah oui, chocolat Vanouten. Un peu. Aussi une pointe de chocolat suisse, un peu plus sucré, un peu plus presque au lait. Pointe de réglisse. Ouais, très très belle fumée, de mieux en mieux intégrée, c'est super. J'ai bien fait d'attendre pour le chroniquer, franchement. Ça sera pareil en anglais d'ailleurs. Donc voilà, un très joli whisky, bien plus intéressant que ce que je pensais au départ. Ça me rassure, pas vu le prix. C'est un peu ce qui s'était passé aussi, encore que dès le début, je sentais le potentiel avec le Port Charlotte 16 ans, qu'hélas peu de monde ont, parce que c'était sur tirage au sort. Peu de monde a en français. Mais j'en suis ravi, parce que ce Port Charlotte 16 ans est un mini Brora pour moi. Donc pour ceux qui connaissent cette distillerie fermée qui va réouvrir, mythique, ça veut dire ce que ça veut dire. 150, en fait 190 € hélas au final avec le Brexit. 190 € pour un Brora, c'est pas mal quand on pense que c'est minimum un 0 de plus, voire le double. Aujourd'hui, 3000 et quelques. Là, ce serait presque l'équivalent pour ceux qui ne connaissent pas le coteau du Layon et qui sont juste francophones mais ne connaissent pas trop les Vamois et les Français. On est presque sur du PX, du Pedro Jiménez Sherry, peut-être en moins sucré, un peu moins oxydatif. Bon, moi j'adore le quart de chaume, je préférais que ce soit en quart de chaume, mais ça devient rare, hormis le Kaolila quart de chaume que j'avais eu de Murray McDavid, qui était absolument démentiel il y a 10-15 ans de ça. J'en ai pas revu beaucoup des quarts de chaume finish, ou maturation complète comme ici. C'est très subtil, c'est pas super long en bouche comme les Ben Romach, un peu moins. Moi, je me demande s'il aurait pas mieux valu, mais ça, c'est personnel, faire, allez, 7 ans, ça, c'est l'assembleur qui parle, 7 ans ou 6 ans de Bourbon, et ensuite le reste en coteau du Layon. Peut-être ça aurait été plus efficace. Je ne sais pas. On m'interroge. Je vais le finir. Voilà, c'est un peu court. C'est pas assez long en bouche pour moi, mais c'est quand même superbe et vraiment je suis content. Pour terminer, j'ai été super long, mais bon voilà, je voulais aussi vous faire honneur. Pourquoi c'est pas marqué? Oh, ils sont terribles hein, chez
Parfois chez Glenarmor, peut-être ça va changer maintenant, parce que moi je suis pas, je ne peux pas lire le gaélique. Je voulais vous recommander la version beaucoup moins chère. Où est-ce qu'il est? La version, alors elle est légèrement différente maintenant en packaging, mais vous allez retrouver Bourbon Barrel. C'est d'ailleurs assez rare qu'ils mettent un truc en anglais et qui laisse entendre que c'est un small batch plus large. Référence permanente, je veux dire. Je vous recommande ça si vous voulez tester la version non tourbée pour une 50aine d'euros. C'est vraiment superbe. On est aussi sur l'orge maltais, on est sur des fruits, des fleurs, on est sur les esters. Et je voulais vous recommander évidemment la version Rock Ear que j'ai déjà chroniquée, qui est un petit bijou de tourbe, voilà, pour à peu près un peu plus cher, 50-60 je crois. Attendez, je vous dis des bêtises. Le problème c'est qu'il y a eu une flambée des prix qui est un peu pénible. Non, je vous dis des bêtises. Moi, j'ai eu 76 € quand même le Bourbon Barrel au comptoir irlandais. Ok, on est sur des petits lots sur l'artisanat, mais bon. Et 70 € pour le pareil comptoir irlandais pour le Rock Ear. Enfin, ils ne sont pas distribués partout. J'ai oublié, pour finir, de vous préciser que j'ai aussi acquis cette version à l'étranger plutôt qu'en France. Parce qu'elle est scandaleusement 20 € plus chère à la maison du whisky. Et oui les gars, je vous aime beaucoup et vous êtes importants en France, mais 85 € au lieu de 65, c'est un peu abusif. Alors, très belle version, splendide, avec des notes de crème anglaise sublimes. Ok, c'est épicé, c'est boisé. C'est une version brute de fût, hein, à 59,1. C'est partie de la gamme régulière. C'est la version Bourbon Cask, 2500 fûts par lot. Bouteille par lot, mais c'est superbe, vraiment superbe. Je chroniquerai tout ça en anglais bientôt. Mais voilà, je suis désolé d'avoir été long, surtout pour la première partie, et voilà, rebondir un peu sur certaines réactions. Qui aime bien châtie bien. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous prendrez le temps de voir la vidéo en entier. Je vois que c'est rarement le cas, malheureusement, souvent. Les vidéos sont rarement vues en entier, mais je vais vous mettre un minutage. Je passe du temps à revoir la vidéo pour mettre un minutage précis, et j'espère que ça vous a paru intéressant. Si vous aimez, mettez un pouce j'aime. Si vous n'aimez pas, mettez un pouce j'aime pas. Et puis, si vous pouvez commenter, ça serait sympa. Dites-moi aussi, s'il vous plaît, ce que vous voudriez que je chronique en français la prochaine fois. Je vais me servir un peu de cette vidéo comme sondage. Si vous avez d'attentes particulières, je ne peux pas bien sûr chroniquer, s'il y a 10 réactions, les 10 whisky que vous allez... il faut que je les ai aussi, en échantillon ou en bouteille. J'ai eu des demandes pour le Buna à Ben 12 ans. J'en profite pour remercier chaleureusement Sonia, grosse contributrice à la chaîne, pour ses échantillons et son soutien. Le Buna à 12 ans, je vais le chroniquer en anglais et en français bientôt. Je ne sais pas si je ferai séparément ou pas. Mais je chroniquerai pas que cette bouteille. Et un autre Buna, 3 autres Buna probablement aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Il y avait une ou deux autres références que je pensais chroniquer aussi. Oui, voilà. Donc, on verra. Je ne vais pas dire d'autres noms de whisky, mais donc il y aura de l'écossais. J'ai décidé, mais bon, ça peut s'amender en fonction de vos commentaires. Mais j'ai envie, on va dire plutôt, ça c'est plus démocratique. J'ai envie en français de chroniquer pas que des whiskies français, et certains d'entre vous m'ont encouragé en ce sens. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous voulez que je chronique des whiskies du monde, des whiskies écossais, des whiskies français. Sachant aussi pour le public français, c'est important, que je vais bientôt entamer des vidéos, alors d'abord en anglais, parce que j'ai beaucoup de demandes en anglais, mais aussi en français sur les cognacs et les armagnacs, parce que je commence à en avoir, alors j'ai pas beaucoup, mais pas plus d'une dizaine, mais je commence à avoir quelques belles choses, et du rhum aussi. Mais bon, ne nous dispersons pas trop.
Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup pour votre attention, pour un aussi long épisode, pour votre soutien et à très bientôt après les salons. Au revoir.